Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous remercie de cette présence à ce quatrième webinaire qui va parler d'argent. D'argent dans un contexte de divorce. Alors, je ne vais rien vous révéler, c'est une problématique que vous partagez avec moi, à savoir que en matière de divorce et séparation, les premières questions qui se posent à nous professionnels, qu'on soit donc assistants sociaux, parfois RH ou même médecins du travail et donc naturellement avocats ou médiateurs, c'est la question des enfants et de l'argent. La difficulté, c'est de démêler ce qui est considérablement intriqué, à savoir la séparation d'un couple qui est toujours douloureuse, même en 2024, même si les séparations et les divorces sont généralisés, un couple sur 2 en Île-de-France, un couple sur 3 en France. C'est dire à quel point c'est un phénomène, sociétal sur lesquels on ne peut pas, opposer, c'est-à-dire on ne peut pas faire un déni de réalité. La réalité est comme ça et malgré tout, je pense que vous constatez, et ce que je constate aussi dans mon cabinet, c'est qu'un divorce est toujours douloureux. Alors vous allez me dire, maître, c'est un lieu commun ce que vous nous sortez là. Mais c'est important de partir de ce lieu commun parce que c'est dire en fait la complexité avec laquelle, en fait, la complexité, la nuance, je dirais, pour prendre un mot plus positif, avec laquelle il faut aborder ce sujet-là. Quand quelqu'un vient dans votre bureau, vous dire: «Voilà, je suis en divorce, séparation, quels sont les premiers réflexes que je dois avoir?» Alors là, je ne parle pas d'un contexte, de violence conjugale ou psychologique. J'y viendrai un peu, notamment à travers la notion de contrôle coercitif que je veux absolument dont je veux absolument vous reparler, dont j'ai déjà parlé, dans d'autres webinaires, mais qui pour moi est extrêmement importante, C'est bon. à vous transmettre aujourd'hui parce que, c'est une grille de lecture, pour mener à bien vos rendez-vous. Mais là, on va se concentrer, on va dire, sur des divorces lambda, des gens, pour quelque raison que ce soit, qui se séparent après une longue vie maritale ou pas, avec des enfants ou pas d'enfants, et la manière dont vous allez aborder l'entretien avec eux. Donc en général, la personne va déployer son narratif. Elle va partir de sa douleur, si elle est encore dans la douleur de la séparation, et elle va dire: «Bah, voilà, il y a eu de l'usure, on s'aime plus à minima», ou alors: «Mon mari ou ma femme m'a trompé», ou alors, «Il a changé de vie, il a changé d'orientation, il a changé de philosophie, de religion», que sais-je, quelles que soient les raisons, heu, il va partir, on va dire, d'un contexte un peu douloureux. Et à partir de ce contexte, très rapidement, vous allez voir se dessiner ce qui est le plus important pour la personne. Alors pour certains, ça va être les enfants, la résidence des enfants, pour d'autres, ça va être l'argent et en général, ça va être l'argent et les enfants, tout mélangé, avec quelque chose de très intriqué, en ce sens de la douleur de la personne qui vient vous voir et qui divorce, qui se sépare, et la douleur des enfants. Et tout ça, ça a un prix. Alors, une de mes spécialités, c'est le préjudice corporel. En matière, et vous allez voir pourquoi je vous fais cette digression-là, en matière de réparation du préjudice corporel, on a ce qu'on appelle une nomenclature qui a été créée par un ancien président de la Cour de cassation qui s'appelle Jean-Claude Dintillac, qui, face à une jurisprudence pléthorique en matière d'accidents hospitaliers, de la route, des accidents humains, une jurisprudence très diversifiée sur tous les postes qu'on pouvait valoriser, c'est-à-dire la souffrance endurée sur le préjudice physique, le préjudice psychologique, le préjudice esthétique, le préjudice professionnel. Tout ça a été très dispersé dans la jurisprudence et donc il en a fait une nomenclature très spécifique qui permet aujourd'hui, en cas d'accident, pour nous avocats et aux justiciables, de savoir exactement, d'évaluer, on va dire, de chiffrer ce qu'ils ont vécu, le prix de leur douleur sur 28 postes de préjudice. Et ça, c'est extrêmement intéressant en matière de préjudice corporel. En matière de droit de la famille, cette nomenclature n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne calcule pas, on n'évalue pas la douleur, on ne lui donne pas un prix particulier. Sauf que les personnes qui divorcent heu, voient se dessiner une forme de réparation, c'est-à-dire pour moi une sorte d'élément un peu cathartique à travers l'argent, la réparation financière qu'ils vont recevoir par 2 biais ou par 3 biais, on va dire. D'abord la pension alimentaire qu'ils vont pouvoir recevoir s'ils ont des enfants pour leurs enfants, s'ils sont le parent qui est censé en bénéficier, c'est souvent les femmes. À travers cette fameuse question de la prestation compensatoire qui aujourd'hui reste encore tabou, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas le demander ou des hommes, hein, ça peut être des femmes qui donnent une prestation compensatoire, mais dans la majeure partie des cas, c'est souvent des femmes qui ont des carrières professionnelles moins, déployées, on va dire, que leurs époux, donc qui sont plus susceptibles de
demander une prestation compensatoire, mais pas que. Vous avez parfois la douleur de la séparation. Par exemple, quelqu'un qui aujourd'hui, si l'adultère, n'est plus pénalement répréhensible au sens strict du terme, c'est-à-dire en termes de divorce pour faute, sur le plan sociétal, vraiment les magistrats ne retiennent pas, on va dire, cet élément. Par contre, quelqu'un qui aurait trompé sa femme de manière régulière et répétée et avec une cruauté particulière, eh bien, ça entraînerait bénéfice à prestation compensatoire, même si les deux époux, par exemple, ont exactement les mêmes revenus, les mêmes patrimoines, etc. Donc, il y a des choses qui sont très intéressantes dans cette question de la prestation compensatoire, qui sont à la fois tabous parce que les hommes se disent ah, il ou elle va me plumer, ou les femmes qui ont plus de patrimoine que leur mari vont dire ah oui, mais il ou elle va se venger sur moi à travers une demande de prestation compensatoire. Et de l'autre côté, pour celui qui demande la prestation compensatoire, vous avez soit une grande inhibition de dire oui, mais moi je veux pas demander ça, je veux pas me rabaisser à demander une prestation compensatoire, ou à l'inverse, vous avez d'autres personnes qui, en tout cas moi ce que je vois, c'est un peu les deux pôles, c'est-à-dire des gens, des personnes qu'il faut convaincre de demander une prestation compensatoire qui ont droit, et c'est absolument légitime, et d'autres personnes qui ont droit aussi, mais qui le demandent de manière parfois très exacerbée ou très exagérée ou de manière trop contentieuse en démarrant par, par cette question-là de la prestation compensatoire. Et vous avez un troisième point, donc alors je récapitule, vous avez la pension alimentaire pour les enfants, alors elle qui est assez cadrée, comme vous le savez, vous avez des barèmes, la prestation compensatoire qui, elle, n'est pas soumise à des barèmes, mais qui offre des méthodes de calcul qui restent assez évanescentes, pas très claires, mais qui permettent un petit peu d'évaluer les choses. Vous avez aussi une jurisprudence en la matière qui est assez importante, mais c'est beaucoup moins précis que dans le cas de la pension alimentaire, où on sait à peu près un magistrat va se fixer sur les barèmes, sur les charges et les revenus de chaque parent et des besoins spécifiques des enfants. Mais en matière de prestations compensatoires, non seulement vous avez des méthodes de calcul, et ça j'y reviendrai, différenciées, mais vous avez aussi la question si le divorce n'est pas un divorce par consentement mutuel, mais un divorce contentieux, eh bien, la question de la valorisation de la prestation compensatoire est laissée, je vous invite à le noter, à la libre appréciation du magistrat. Et quand vous allez dans un tribunal, je pense que vous avez peut-être dû être confronté à ça, ou accompagner peut-être des collaborateurs. Quand vous arrivez, par exemple, vous arrivez à Paris, au tribunal judiciaire à Paris, à Porte de Clichy. Vous êtes dans un grand bâtiment, vous montez, vous arrivez au 6e étage. Alors là, c'est assez hallucinant parce que la justice familiale aurait mérité pardon, un peu plus d'espace et de confidentialité. Mais bon, force est de constater que là, vous avez un immense bâtiment et que, par exemple, les audiences pénales, ce sont dans des grandes salles vastes, etc. Eh bien, la justice familiale, c'est au 6e étage, dans un couloir, les avocats, les justiciables entassés dans des salles d'attente, et vous avez cabinet 1, cabinet 2, cabinet 3, cabinet 4. Et en fonction de la sensibilité des magistrats dans ces cabinets-là, vous aurez parfois, et c'est malheureux de le constater, mais c'est une réalité de la justice familiale aujourd'hui en France, des décisions complètement différentes, mais vraiment complètement différentes. C'est un peu un scandale, mais c'est la réalité. Voilà. Donc, ça, je voulais vous faire une parenthèse. Et vous avez donc la troisième partie, qui est la partie la plus technique, sur laquelle je vais venir aujourd'hui, qui est la partie de la liquidation matrimoniale. C'est-à-dire, on a des biens ensemble, on a une résidence principale, on a une résidence secondaire, on a des crédits, on a des assurances vie, où on a construit chacun une carrière professionnelle et on a un compte épargne, on a des primes, des bonus, des participations. Si les personnes que vous accompagnez travaillent, si vous êtes dans des sociétés anglo-saxonnes, vous avez encore d'autres types de primes ou de participation. Mais en tout cas, voilà, vous avez une sorte prenez une immense photographie et dans cette photographie, vous avez plein d'éléments. Vous avez des éléments assez évidents, c'est-à-dire les biens, et vous avez après tous les éléments, ce qu'on appelle des biens propres, c'est-à-dire ce que les personnes ont amené dans le mariage, ou alors, si on est dans le cadre du régime de la séparation des biens, savoir à quel moment on a une vision stricto sensu, très séparée, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Aujourd'hui, il faut savoir que depuis 2021, vous avez une réforme de la procédure civile en matière de liquidation matrimoniale. C'est-à-dire qu'avant 2021, donc simplement, je vous recadre un petit peu, c'est que vous avez une grande réforme que vous connaissez maintenant, je pense par cœur, qui est maintenant ancienne, qui date de 2017, qui a donc maintenant 7 ans,
qui concerne donc le divorce par consentement mutuel qui est déjudiciarisé, qui se fait sans présence d'un juge aux affaires familiales et qui est un divorce contractualisé. C'est-à-dire que ça se passe pas devant un notaire, mais c'est enregistré chez un notaire, alors qu'avant, c'était enregistré au greffe du tribunal judiciairement compétent. Et là, c'est enregistré près d'un notaire qui est une liquidation matrimoniale ou pas. Et ça se passe exclusivement entre avocats. Le divorce par consentement mutuel, je le rappelle dans son état d'esprit, est extrêmement intéressant parce qu'il permet, si on tombe sur des avocats qui se parlent ensemble, et bien heureusement, c'est mon cas. Je veux dire, j'ai la chance d'avoir des confrères avec qui je peux discuter. C'est pas toujours le cas, mais ça dépend beaucoup de la sensibilité des avocats. Et ça, je reviendrai aussi là-dessus. Mais en tout cas, quand vous avez des avocats qui arrivent à parler ensemble dans l'intérêt de leurs clients et dans l'intérêt, je vous rappelle de cette notion très importante, supérieur des enfants, eh bien, on peut trouver des modus vivendi très intéressants et beaucoup plus sur le plan de l'équité, beaucoup plus intéressant qu'une décision potentielle qu'on pourrait obtenir après 1 ou 2 ans de procédure. Mais ce faisant, il faut savoir que donc la partie judiciaire du divorce, c'est-à-dire la partie contentieuse, a voulu se coller à l'état d'esprit du divorce par consentement mutuel, donc initié en 2017. Et donc le législateur a initié donc une procédure, un changement de procédure en 2021 en disant maintenant, ça suffit des délais pléthoriques au tribunal en matière de divorce. Ça suffit des divorces qui durent 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. On va raccourcir les délais et on va faire en sorte que la procédure ne dure qu'1 an. Alors ça, c'est sur le papier. Ça, c'est joli, mais c'est sur le papier. À savoir que, normalement, vous avez ce qu'on appelle, et c'est pour ça, avant de venir dans le fond du sujet, je veux vous expliquer cela pour que vous le compreniez très très bien. Donc, en matière d'abord de divorce par consentement mutuel, vous avez cette partie de médiation et négociation qui est très importante parce qu'on ne peut signer un divorce par consentement mutuel que si et seulement si on a envisagé toutes les conséquences du divorce, c'est-à-dire les enfants, la prestation compensatoire, la pension alimentaire, la résidence, la liquidation. Il faut être passé chez un notaire au préalable. Donc, en fait, le divorce par consentement mutuel ne se signe que lorsqu'on a tout réglé dans la paix et dans la sérénité. Il faut l'espérer. Donc, c'est l'intérêt du divorce par consentement mutuel, qui peut se passer très vite, puisque ce n'est pas judiciaire. Si les époux sont d'accord, en 2-3 mois, on peut avoir un divorce par consentement mutuel. Mais il faut savoir que s'il y a des discussions, en général, c'est 6 mois. Mais ce sera toujours moins que ce que vous avez devant un juge judiciaire. Puisque devant un juge judiciaire, malgré la réforme de 2021, qui a changé ce qu'on appelle, et je ne sais pas si vous vous en souvenez, l'ordonnance avant de conciliation, c'était la première étape du divorce. Aujourd'hui, ça s'appelle une ordonnance d'orientation sur mesure provisoire. Cette audience, elle est extrêmement importante. Avant 2021, vous aviez les deux étapes très très claires du divorce, ça veut dire vous aviez l'audience de conciliation et l'audience de jugement. Et on se rendait à 2 audiences physiquement. C'est-à-dire que nous, avocats, on y allait, on plaidait à chaque fois sans compter ce qui pouvait se passer entre la première audience et l'audience de jugement, les appels, les incidents, toutes les procédures multiples et variées. Mais ça, j'y reviendrai pas. Je dédierai un webinaire sur toutes les procédures d'appels, d'incidents qui peuvent émailler un divorce contentieux. Mais faisons simple. Donc, la première audience, c'est l'audience d'orientation sur les mesures provisoires. Et cette audience d'orientation, elle est très importante parce que là aussi, le législateur a été un petit peu filou, si vous me permettez cette expression-là. C'est-à-dire qu'elle laisse à penser, le législateur laisse à penser que c'est une ordonnance d'orientation, ça veut dire orientation, étymologiquement, ça vous oriente vers une voie, mais ça ne vous fiche pas à tout jamais dans cette voie-là. Et en plus de ça, donc orientation sur mesure provisoire. Donc ça laisse entendre que, en fait, les mesures qui vont être dans cette ordonnance sont des mesures purement provisoires. Que nenni. Et je vous donnerai un exemple, encore une fois, comparaison n'est pas raison, mais pour que ça puisse un peu vous marquer l'esprit, c'est que c'est toujours aussi cette, comment dire, cette complexité du champ lexical en matière du juge des enfants. Le juge des enfants va employer la notion de placement d'enfant. Or, on sait qu'un enfant placé, il n'est pas placé pour 1 mois ou 2 mois, sauf miracle, d'accord? Il faut vraiment batailler pour sortir un enfant d'un foyer, si besoin est. Il peut être bien dans un foyer, mais on va dire que, de manière générale, un placement, on entend à l'oreille que c'est temporaire,
Or, des enfants peuvent être placés pendant toute leur petite enfance, leur adolescence, même après leur majorité. Alors que le juge aux affaires familiales, concernant la résidence des enfants, emploie le terme de fixation de résidence. Or, alors que le champ lexical est complètement, on va dire, opposé, vous avez d'un côté placement, on entend provisoire, fixation, on entend définitif, eh bien, on peut aller beaucoup plus facilement devant le juge aux affaires familiales pour faire bouger la fixation de la résidence d'un enfant, alors qu'il est beaucoup plus difficile d'aller devant le juge des enfants et de lever un placement. Je voulais vous donner cette image-là parce qu'elle est très marquante. Et c'est pareil pour l'ordonnance d'orientation sur les mesures provisoires. Je m'explique. Ça vous laisse entendre que vous pouvez arriver un petit peu une main devant, une main derrière à cette audience ou pas avec les idées très claires. Il faut arriver avec les idées très claires à cette audience. Et en fait, quel est l'enjeu caché du législateur? Et je vous invite à le noter parce que c'est exactement l'état d'esprit dans lequel doivent être les personnes et collaborateurs que vous accompagnez. C'est que si le divorce par consentement mutuel n'est pas possible, il faut à tout prix tenter un divorce par consentement mutuel, je le dis et je le redis, quel que soit le cas de figure, sauf dans des cas de violence où véritablement il y a de l'emprise, de la manipulation, et là, c'est pas possible. Mais de manière générale, il faut tenter la carte du divorce par consentement mutuel. Je vous dis ça pourquoi? Parce que vous avez certains avocats qui dégainent tout de suite une assignation en divorce devant le tribunal. Alors, je respecte ou je respecte pas, c'est leur point de vue. Moi, c'est pas ma vision des choses. Moi, j'essaye d'aller vraiment au bout de la démarche, de manière très engagée, très rigoureuse, pour tenter un divorce par consentement mutuel. Et si ça ne marche pas, eh bien, on détient là une carte extraordinaire au contentieux. C'est-à-dire qu'on arrive à cette audience d'orientation sur les mesures provisoires en disant, regardez, moi, je suis le membre du couple qui a tout fait pour qu'on n'arrive pas devant vous. Or, et c'est quelque chose de très important ce que je vais vous dire là, et après, on va rentrer vraiment dans la question technique, la partie financière. À savoir que les magistrats sont débordés. Voilà, ils sont absolument débordés. Même si avec la réforme du divorce par consentement mutuel, il y a beaucoup plus de divorces par consentement mutuel que par le passé, il n'empêche que les tribunaux sont encore engorgés et les magistrats en ont ras-le-bol. Surtout quand ils sont face, et pardon d'être aussi direct, mais vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je suis direct pour que vous compreniez bien l'état de la justice en France, c'est qu'ils préfèrent de loin, ils vont toujours privilégier le parent ou le justiciable, le membre du couple qui va arriver à l'audience en disant, regardez, je me retrouve devant vous, mais avant de me retrouver devant vous, j'ai tout tenté pour arriver à un divorce par consentement mutuel et mon épouse ou mon époux n'a pas voulu. Ça, c'est une posture qui est extrêmement valorisée devant des juges d'affaires familiales. Par contre, aller direct au contentieux, sans être passé comme au Monopoly par la case on tente le divorce par consentement mutuel, c'est assez mal pris. Donc attention, si les personnes viennent vous dire oui, je suis allé voir un avocat et l'avocat m'a dit oui, on va assigner tout de suite, etc. Attention, attention. En général, que ce soit sur le fond ou sur la forme, c'est-à-dire dans l'état d'esprit, ça peut être, en tout cas, je peux vous le dire de manière radicale, mal reçu par les magistrats. Donc, si le consentement mutuel n'a pas marché et qu'on se retrouve donc devant un juge à cette première audience, il faut arriver, même si on est au contentieux, c'est-à-dire même si on n'est pas dans le cas d'un consentement mutuel où on est censé s'être mis d'accord sur toutes les conséquences du divorce, il faut essayer autant que faire se peut d'arriver avec un minimum d'accord. Et là aussi, ce sera extrêmement valorisé devant le magistrat. Et là, je vais vous donner une clé extrêmement importante à vous. Je pense que vous êtes en majorité des assistants sociaux, mais peut-être aussi des RH ou des médecins du travail. C'est qu'en général, comment dire, votre formation professionnelle, en général, on choisit ces métiers-là pas par mimétisme. On les choisit parce que on a une vocation très forte et on a une capacité d'écoute et d'empathie vis-à-vis des gens. Donc, de manière intuitive, qu'est-ce que vous allez dire aux personnes que vous voyez? Monsieur, madame, le plus important, c'est de régler la question des enfants, que vous vous mettiez d'accord sur la résidence et comment ils vont aller, etc. Eh bien, je vous dis faux, complètement faux. Alors, faux, je suis peut-être un peu trop radicale là aussi dans mon propos, mais de manière contre-intuitive, je vous invite à faire l'inverse. C'est-à-dire à inviter les collaborateurs que vous accompagnez à se mettre d'abord d'accord sur la question patrimoniale, sur la question du logement, à aller voir un notaire ensemble avant d'aller voir l'avocat. Et vous voyez, là, je ne prêche pas pour ma chapelle d'avocat.
C'est-à-dire que les enfants, c'est un sujet explosif. C'est un sujet très sensible. Le logement, le crédit en cours, comment on va s'organiser, comment on va répartir le patrimoine, qu'est-ce qui va te rester, qu'est-ce qui va me rester, c'est quelque chose d'un petit peu plus froid, d'un petit peu plus technique. Quand on est entre personnes de bonne foi, et encore une fois qu'on n'est pas dans un contexte de violence psychologique ou physique, eh bien c'est quelque chose qu'on peut régler. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est précisément d'inviter les collaborateurs que vous rencontrez avant de penser aux enfants, s'ils ne sont pas d'accord, leur dire, regardez, vous laissez cette question pour après, mais d'abord, essayez de vous mettre d'accord sur les points sur lesquels vous êtes susceptibles de trouver un modus vivendi. Et pour ce faire, vous avez des professionnels de la justice. Qui sont-ils? Avant même que ce soit l'avocat, c'est un notaire. Un notaire, tout autant qu'un avocat, a un devoir de conseil. Et là, je vous le dis et je vous le redis. La difficulté, je ne sais pas si vous avez en tête, bon, pardon de faire cette digression humoristique, mais il y avait un sketch des Inconnus qui s'appelle Monsieur Gentil. Je ne sais pas si vous connaissez ce sketch. Et c'est Monsieur Gentil qui va voir son garagiste et qui comprend rien à ce que son garagiste lui dit, qui va voir son avocat, son notaire, du début de sa vie jusqu'à sa mort. En fait, ça montre de manière assez humoristique et un peu tragique aussi, à quel point on suit parfois les conseils de professionnels qui nous accompagnent sans comprendre le jargon. Alors, il faut savoir que le jargon d'un avocat, le jargon d'un notaire, notre champ lexical, nous, on le maîtrise. Mais les personnes qui viennent nous voir ne le maîtrisent pas. Et souvent, les personnes qui sont comment dire, dans un contexte de divorce et de séparation, il y a une fatigue psychologique, psychique très forte. Et il y a un côté, j'ai envie de me débarrasser du truc. Voilà, j'ai pas envie de me charger de ça. Donc, ce qui fait que beaucoup écoutent ce que on va leur dire l'avocat ou le notaire, mais n'ont pas compris. Donc, j'insiste là-dessus. C'est très, très important. Les personnes qui vont voir un avocat sont censées tout comprendre de ce que l'avocat leur dit. Ils vont voir un notaire, ils sont censés tout comprendre de ce que le notaire leur dit. C'est basique ce que je vous dis, mais c'est extrêmement important. Ça fait partie de notre déontologie. Il y a une déontologie chez les avocats, il y a un code de déontologie chez les avocats, il y a un code de déontologie chez les notaires, et le devoir de conseil est à la base, on va dire, de cette pyramide, on va dire de cette hiérarchie des valeurs déontologique. Donc ça, c'est extrêmement important. Et si les personnes viennent vous voir et disent, je suis allée voir un avocat, mais je suis paumée, je comprends pas ce qu'il m'a dit, mais je suis pas vraiment d'accord, mais bon, je comprends pas, alors je le laisse faire. J'ai entendu dire que c'est un spécialiste, un excellent avocat. Non, non et 100 fois non. Il faut comprendre vers où on va. Et surtout, surtout, donner aux personnes que vous accompagnez, surtout quand on arrive au point technique du divorce, la sensation de se réapproprier leur vie. C'est-à-dire pas de se débarrasser d'une problématique en l'envoyant, on va dire, en quelque sorte chez l'avocat ou chez le notaire, mais de vraiment de comprendre les tenants et les aboutissants et de dire, et moi je rappelle toujours à mes clients, c'est votre vie. Moi, je leur propose des stratégies procédurales A, B, C. Après, ils vont valider ça avec le notaire ou pas, ou d'abord ils sont allés voir le notaire et après ils viennent me voir. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est à eux de décider. Donc, le devoir de conseil en matière patrimoniale est extrêmement important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que que la personne ait l'accord ou pas de son conjoint pour aller voir un notaire, mais quand bien même s'il l'a pas, mais qu'il ait fait les démarches lui-même en amont pour arriver devant le magistrat à l'occasion de cette audience d'orientation avec des éléments objectifs, pas que des éléments qui relèvent de l'affectif, en disant oui, mais c'est pas juste et tu m'as fait, je t'ai fait, etc. Des choses claires. Je rappelle que au contentieux, les magistrats ont 15 minutes d'audience. 15 minutes, c'est ridicule. Et quand vous avez, alors c'est ça qui est aussi très étonnant, vous avez parfois des magistrats qui vont vous recevoir très longuement et qui vont vous donner la sensation d'être super empathiques, hyper gentils, comme si c'était des psychologues qui disent aux parents, ah oui, mais je vous rappelle quand même vos devoirs de parents, monsieur, madame, et qui vont rendre des décisions complètement inéquitables. Et vous avez des juges d'affaires familiales qui, au contraire, vous reçoivent 10 minutes tic-tac, qui ont complètement compris les tenants et les aboutissants, et ils vont rendre des décisions équitables. Tout ça pour vous dire qu'il y a un aléa judiciaire. Il faut que vous le notiez, il faut que vous le disiez aux gens que vous rencontrez. Cet aléa judiciaire est très, très important. Et donc, comment contrer au maximum l'aléa judiciaire? Un, je le rappelle, excusez-moi d'être didactique, mais c'est très important, en prouvant au magistrat qu'on a tout tenté pour arriver à un divorce par consentement mutuel. Deux, en arrivant au moins sur les questions techniques avec un début d'accord, que l'autre ou pas soit d'accord, mais qu'on ait pu construire avec le notaire, avec l'avocat,
qu'on puisse un projet, on va dire, de liquidation et qu'on soit force de proposition de manière équitable. Donc ça, vous voyez, c'était déjà ce que je voulais vous dire de manière très, très importante. Donc, je vous rappelle, il y a la question, et là, on va rentrer dans le vif du sujet, la pension alimentaire, la prestation compensatoire, les biens, les biens, et vous avez donc les biens de manière générale, les biens immobiliers, les biens mobiliers, et vous avez la question, et là, qui va se poser de manière immédiate au moment de cette ordonnance de rotation sur les mesures provisoires, qui reste quand même provisoire, parce que c'est pas la décision définitive du juge, mais elle va être très importante, en ce sens que et j'espère ne pas aller trop vite pour vous, mais vu que le temps à partie est court, donc j'essaye de vous transmettre le maximum d'éléments pertinents pour que vous puissiez accompagner au mieux vos collaborateurs. Euh, c'est que en matière de rotation sur les mesures provisoires, les mesures provisoires ont 90% de chances de devenir des mesures définitives au moment de l'audience de jugement, c'est-à-dire 6 mois, 1 an ou 2 ans plus tard. Je m'explique. Si le juge d'affaires familiales a fixé une pension alimentaire de 250 € par enfant, ne rêvez pas à une surévaluation comme ça, tchic-tchac, dans 1 an en disant « Ah oui, mais dans l'ordonnance de rotation sur mesure provisoire, 250 €, mais là maintenant, je vais demander 500 € par enfant. » Non et non, les juges d'affaires familiales ont tendance à reprendre exactement ce qu'ils ont mis dans l'audience de rotation sur les mesures provisoires. De même que sur la prestation compensatoire, il faut obtenir le préalable à la prestation compensatoire qui s'appelle le devoir de secours. Le devoir de secours, c'est la pension alimentaire due pour l'époux ou l'épouse qui est plus défavorisé. Donc, vous avez parfois des personnes qui vont être des débiteurs de 2 types de pensions. Une pension alimentaire pour les enfants, une pension pour l'époux ou pour l'épouse. Et quand vous avez obtenu un devoir de secours, vous êtes assuré d'obtenir une prestation compensatoire devant le juge du divorce. Ça veut dire qu'il va trancher sur le divorce de la deuxième et dernière étape du divorce. Par contre, si vous n'avez pas eu de devoir de secours, ça veut dire que le juge a estimé qu'il n'y avait pas de disparité suffisante dans les patrimoines respectifs pour donner droit à un devoir de secours. OK? J'espère que vous me suivez jusque-là. Donc, la personne qui n'a pas eu un devoir de secours au moment de l'audience d'orientation, eh ben, elle peut rêver très fort à avoir une prestation compensatoire au moment de l'audience de jugement. Il y a peut-être 10% de chances qu'elle ait, mais c'est très rare qu'elle l'ait. D'où l'importance extrême de préparer cette audience. Et donc, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est donc, je répète, pension alimentaire, prestation compensatoire, liquidation de manière générale. Et le quatrième axe, qui pourrait faire partie du troisième, c'est que fait-on du domicile conjugal pendant la procédure de divorce? Parce que ça aussi, ça va conditionner beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je vais vous dérouler d'abord ce qui concerne donc tout ce qui concerne la pension alimentaire. Donc la pension alimentaire, je rappelle, pour que personne ne fasse de confusion entre la pension alimentaire et la prestation compensatoire. La pension, la pension alimentaire, c'est une aide financière versée à une personne envers laquelle il existe une obligation alimentaire. Donc, c'est pas simplement les parents vers les enfants, mais c'est aussi les enfants vers leurs parents. Par exemple, quand les parents sont en maison de retraite. Mais ça, j'y reviendrai à l'occasion d'un autre webinaire. Donc, c'est une aide qui consiste à fournir à un membre de sa famille tout ce qui lui est indispensable pour vivre, nourriture, vêtements, logements, soins médicaux, pour lui permettre de subvenir à ses besoins. Donc, cette aide, évidemment, aujourd'hui, elle est financière, elle n'est pas symbolique. On peut pas, je veux dire, si elle est valorisable, on peut pas dire oui, mais par exemple, moi, j'ai eu des papas qui, avec des enfants adolescents, qui ont dit non, mais moi, alors ça va vous paraître exacerbé, mais j'ai encore des gens qui viennent me voir comme ça. Oui, mais moi, je leur donne l'argent de poche. Moi, je leur donne 250 € d'argent de poche, j'ai pas à verser de pension alimentaire. Donc, vous voyez, il y a encore une vision comme ça. Ou alors, oui, mais moi, je paye la cantine, je paye l'école, donc je paye pas de pension alimentaire. Donc ça, encore une fois, c'est des choses qui peuvent être possibles s'il y a des accords et surtout dans le cadre du divorce par consentement mutuel. Dans le cadre du divorce par consentement mutuel, on peut ne pas mettre de pension alimentaire s'il n'y a pas de trop grosse différence entre les parents. On peut dire et on peut compenser ça parce que les gens parfois n'aiment pas avoir fixé une pension alimentaire, puisque la personne qui va recevoir la pension alimentaire va devoir la déclarer. Donc finalement, il faut faire un calcul qui est intéressant, de savoir qu'est-ce qui est intéressant. Alors parfois, ce qui est intéressant, c'est que le parent qui gagne un peu plus prenne en charge tous les frais scolaires, extrascolaires, exceptionnels, etc., et ne verse pas de pension alimentaire. Mais au contentieux, c'est pas comme ça que ça se passe.
au contentieux, le juge des affaires familiales, il va pas faire dans la dentelle. Il va pas faire, une petite touche impressionniste. Il va dire: «Bah non, moi je rentre pas dans les détails de votre histoire et de vos arrangements ou pas de vos arrangements. Je fixe une pension alimentaire». Donc cette pension alimentaire, c'est exclusivement un paiement en argent qui est versé tous les mois. Vous avez maintenant un fonctionnement avec l'ARIPA, ça aussi, on n'a pas assez de temps, mais comment dire? On peut fonctionner, tous les mois, même si la personne, est mauvais payeur et hem et donc voilà, donc ça, c'est la pension alimentaire qui est soumise, à des barèmes très, très précis qui prennent en compte les charges et les revenus de, chaque parent. Là aussi, je vous invite aussi sur quelque chose qui peut être très sensible, c'est que vous avez parfois des parents qui se mettent qui deviennent insolvables ou qui se mettent au RSA ou par exemple, un est salarié et l'autre est auto-entrepreneur. Malheureusement, et ça aussi, c'est un élément que je veux vous transmettre, c'est que la France est très différente des pays anglo-saxons. À savoir que quelqu'un qui, par exemple, mettrait sur les réseaux sociaux, sur, Facebook, Instagram, TikTok ou même LinkedIn, heu, tous les signes extérieurs de richesse ou de succès, mais qui à côté de ça dirait: «Ah bah, je suis vraiment désolé, je suis en surendettement, je suis au RSA, je peux rien faire». Alors là, vous avez l'autre parent qui fulmine, qui dit: «Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je sais très bien que tu as un train de vie de fou et que tu peux tout à fait verser une pension alimentaire pour les enfants et moi, je suis seule avec les enfants, tu les prends pendant les vacances et cetera». Eh bien, malheureusement, aujourd'hui, même en 2024, la justice française va prendre en compte des screenshots, on va dire, de posts sur les réseaux sociaux, mais se fixera principalement sur les éléments financiers que la personne va donner. Si la personne travaille de manière illégale à côté de son chômage et que vous avez beau dire: «Oui, mais moi je sais qu'il fait des travaux à côté, moi je sais qu'il vend des peintures et cetera», eh bien, le juge des affaires familiales prendra en compte les éléments financiers du chômage ou même du RSA. C'est pathétique, mais c'est comme ça. Dans les pays anglo-saxons, vous avez des enquêteurs, et cetera. Alors aujourd'hui en France, vous pouvez demander même au fisc, vous pouvez produire dans les pièces du divorce pour demander une pension alimentaire, dire: «Oui, mais la personne, elle a des comptes en banque» et cetera. Mais ça coûte beaucoup d'argent, c'est-à-dire qu'il faut aller voir un huissier de justice, il faut faire une requête FICOBA, il faut aller chercher dans les comptes de la personne et pour peu que la personne ait exfiltré ses comptes à l'étranger, vous vous retrouvez sans rien. Donc tout ça pour vous dire que, la question de la pension alimentaire, elle reste simple puisque vous avez des barèmes qui correspondent soit à un droit de visite réduit, soit un droit de visite classique, soit, à une résidence alternée. Ça aussi, je le rappelle que la résidence alternée ne met pas fin à la pension alimentaire. D'accord? C'est pas parce qu'il y a résidence alternée qu'il y a pas de pension alimentaire. Ça aussi, il faut le rappeler, surtout à certains hommes. En tout cas, désolée de le dire et je veux pas essentialiser, les personnes, mais, j'ai quand même pas mal de papas qui viennent me voir en me disant: «Oui, mais si je l'ai en résidence alternée, je payerai pas de pension alimentaire». Je dis toujours: «Mais monsieur, la question n'est pas ça. La question, c'est de savoir est-ce que vous voulez vraiment, est-ce que vous pouvez avoir vos enfants en résidence alternée? Et pas la question de est-ce que ça va m'enlever, l'obligation de payer la pension alimentaire». Donc bref, donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, la question de la prestation compensatoire, elle, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de barème et le principe de la prestation compensatoire, c'est ça permet de compenser, et ça, je vous invite à le noter, la baisse du niveau de vie d'un des époux suite à un divorce. Voilà. Et elle ne peut être, alors ça aussi, j'attire votre attention, elle ne peut être réclamée uniquement en cas de divorce. Les concubins, c'est-à-dire l'union libre ou les pacsés, ça n'est pas possible. Alors, on peut le faire. Moi, je l'ai déjà fait. Par exemple, dans le cadre d'une séparation d'un couple pacsé, j'ai obtenu pour une de mes clientes un très, très joli chèque, de près de 200 000 €. Mais c'était parce que son concubin gagnait très bien sa vie et qu'il était d'accord de ça. Mais en matière de concubinage et de PACS, c'est impossible. Cette notion n'existe pas, jamais, effacez de votre tête, ça n'existe pas la prestation compensatoire. La question de la prestation compensatoire n'existe que, pendant le divorce. Et là aussi, c'est pour ça que je vous invite à démarrer, en tout cas à inviter les personnes que vous accompagnez par ces questions-là. Pourquoi? Parce que la prestation compensatoire, c'est quelque chose qui vient, réparer, on va dire, la la douleur, on va dire, la séparation du divorce, mais qui vient surtout, permettre de compenser, une différence de niveau de vie. Mais là aussi, on peut être très créatif, puisque la prestation compensatoire, on peut réfléchir de son montant, on peut réfléchir comment on peut l'avoir. Souvent, les gens n'ont pas les fonds, par exemple, après 20 ans de mariage, est-ce que vous avez 100 000 € à donner, est-ce que vous avez 100 000 € sur vos comptes? Non. Par contre, vous avez un bien immobilier, vous pouvez le vendre et vous pouvez dire que plutôt que de faire 50-50 comme c'était établi, eh bien, on va faire
le mari, par exemple, va prendre que 30% et va laisser à son épouse 70%. Et les 20% qu'il va lui donner vont valoir, on va dire, prestation compensatoire. C'est ce qu'on appelle une soulte. Donc, on peut être très créatif sur la question de la prestation compensatoire, d'autant plus qu'elle peut être versée de manière différente. Elle peut être versée soit sous forme de capital, c'est-à-dire en une fois, soit vous avez l'argent et vous faites le chèque à votre conjoint, soit vous vendez un bien et c'est les parts du bien que vous allez céder à votre conjoint, par exemple, ça peut être ça. Ou par exemple, même dans certains cas, quelqu'un qui a un compte épargne ou participation très important dans son entreprise, c'est ce qu'il va verser à son époux ou à son épouse. Et vous avez aussi une vision et vous avez une rente. Alors, la deuxième vision, donc c'est la rente. Alors, la rente, c'est quoi? Moi, c'est quelque chose que comment dire, que je ne, sur lequel j'incite très, très peu mes clients. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, elle va recevoir pendant 8 ans maximum, c'est vraiment une durée de 8 ans maximum, une sorte donc, de pension alimentaire tous les mois. C'est-à-dire, par exemple, imaginons que, je sais pas moi, on fixe le montant de la pension alimentaire totale à, je sais pas moi, 100 000 euros, eh bien, le conjoint qui va devoir verser la pension alimentaire, bah, il va devoir verser à son ex-épouse, son ex-épouse, une somme de 1 000 euros, de 1 500 euros par mois pendant 8 ans. Je déconseille beaucoup cette formule. Pourquoi? Parce que d'abord, elle est soumise aux aléas de l'existence. C'est-à-dire la personne qui verse la pension, la prestation compensatoire sous forme de rente peut avoir une situation plus précaire financièrement sur 8 ans. Et à ce moment-là, c'est très compliqué parce qu'il faut faire toutes les démarches, comme pour la pension alimentaire, pour saisir un huissier et pour obtenir, ou même ressaisir le juge d'affaires familiales pour obtenir la prestation compensatoire. Donc ça, pour moi, c'est un peu compliqué. Et surtout, pour moi, c'est très compliqué sur le plan psychologique parce que ça maintient un fil à la patte entre les époux et ça donne pour moi le statut du conjoint qui reçoit la prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle pendant 8 ans, le même statut que les enfants qui reçoivent la pension alimentaire, pour qui on verse la pension alimentaire. C'est mon point de vue, vous n'êtes pas obligé de le partager, mais en tout cas, je trouve que sur un plan psychologique, c'est pas bien, parce qu'un divorce, c'est un divorce, une séparation, c'est une séparation. Les gens se séparent parce qu'ils veulent ouvrir un nouveau chapitre de leur vie, et ce mécanisme de la prestation compensatoire sous forme de rente maintient quelque chose d'assez malsain, je trouve, où la personne qui bénéficie de cette prestation compensatoire sous forme de rente va attendre tous les mois que ce soit versé. Et vous avez des modalités mixtes, c'est-à-dire qu'ils soient à la fois sous forme de capital et sous forme de rente. Tout ça pour vous dire que la prestation compensatoire, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant. Et là aussi, ce qui est très intéressant en matière de prestations compensatoires, donc vous avez plusieurs, plusieurs éléments, ça veut dire grille de lecture, mais ça aussi, je n'y étendrai pas trop. C'est combien de temps a duré le mariage. Évidemment, plus le mariage a duré longtemps, plus il y a une disparité de revenus, bah, plus vous êtes susceptible de demander une prestation compensatoire. L'âge et l'état de santé des époux. J'ai par exemple des clientes qui ont un cancer du sein, qui ont une maladie, des choses comme ça. Donc effectivement, c'est quelque chose ou un handicap particulier. Donc c'est quelque chose aussi, une disparité à mettre en avant. La qualification et les situations professionnelles, souvent, et c'est encore le cas en 2024, c'est que c'est souvent les femmes qui se mettent de côté pour privilégier la carrière de leur conjoint. Donc ça aussi, c'est à valoriser. L'ensemble des revenus de chaque époux, bien sûr. Les conséquences des choix professionnels d'un époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants. Le patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de, par exemple, des héritages, de tout ce qui est comment dire, voilà, les évolutions qu'ils peuvent avoir aussi au niveau de leur travail, etc. Donc ça, c'est quelque chose, vous voyez, d'assez subtil, ce qu'on appelle le patrimoine estimé ou prévisible. Donc ça, c'est un peu parmi les 8 critères de la prestation compensatoire, c'est le critère un peu le plus difficile à évaluer. Et vous avez les droits existants et prévisibles, les droits à la retraite. Ça, c'est très, très, très important. Et donc, dans le cadre d'une prestation compensatoire, donc que ce soit à l'amiable ou au judiciaire, vous devez faire ce qu'on appelle une déclaration sur l'honneur. Et là aussi, j'attire votre attention sur le fait que cette déclaration sur l'honneur doit être entièrement transparente. Autant pour la question de la pension alimentaire. Si quelqu'un dissimule un peu ses revenus, évidemment, le juge d'affaires familiales ne va pas demander à un enquêteur du fisc de remettre les choses d'équerre
pour dire: «Ah non, mais monsieur, vous devez payer plus de pensions alimentaires». Par contre, en matière de prestations compensatoires, où vous êtes obligé, que ce soit au contentieux ou à l'amiable, de faire une déclaration sur l'honneur, eh bien, vous êtes obligé de faire preuve de toute la transparence. Si vous ne faites pas preuve de transparence et que vous dissimulez, là, vous avez un couperet qui tombe très net. C'est-à-dire, vous avez l'administration fiscale qui dit: «Mais monsieur, madame, vous n'avez pas déclaré telle ou telle somme». Notamment, par exemple, beaucoup de gens me demandent: «Mais j'ai des primes, des participations, qu'est-ce que je peux faire avec ça pour ne pas les déclarer?» Eh bien, malheureusement, c'est la loi, ça rentre dans le patrimoine du couple. Donc ça, c'était donc des éléments que je voulais vous donner par rapport à la prestation compensatoire et par rapport au domicile conjugal. Maintenant, la question donc intermédiaire, pendant la procédure de divorce, quid du domicile conjugal? L'occupation par l'un des époux seulement du domicile conjugal dont les deux sont propriétaires, c'est-à-dire sur lesquels court un crédit. Excusez-moi, je parle vite, mais parce que le temps court et je veux qu'on puisse avoir un temps d'échange. C'est un enjeu financier souvent très, très important. D'accord? Il faut savoir que cette question du domicile conjugal, du logement de famille, est extrêmement protégée dans la jurisprudence récente et ancienne, quel que soit le régime matrimonial. C'est-à-dire qu'on soit marié sous le régime de la communauté, qu'on soit marié sous le régime de la séparation, qu'on soit marié sous le régime de la communauté réduite aux acquits, le code civil interdit à un époux de vendre le bien ou de l'hypothéquer sans l'accord de l'autre, même s'il en est seul propriétaire. C'est très important ce que je vous dis, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'enjeu par rapport à ça. Il faut poser la loi très claire, c'est-à-dire soit dire à la personne qui dit: «Ah oui, mais je suis mariée sous le régime de la séparation et j'habite dans l'appartement qui appartient seulement à mon mari, qu'est-ce que je vais faire? J'ai peur qu'il me mette à la porte». Personne ne peut mettre à la porte personne. Voilà, c'est très, très important de le dire parce que c'est souvent une question, une angoisse qui revient lorsque je reçois des gens en rendez-vous. Et donc, dans une procédure de divorce, l'occupation par l'un des époux seulement du domicile dont ils sont propriétaires va devenir un réel enjeu financier. Parce que typiquement, si vous avez une dame qui gagne moins que son mari et que le crédit est assumé par le mari, eh bien, vous allez avoir souvent les jeux affaires familiales qui vont fixer l'occupation, c'est-à-dire qui vont permettre à l'épouse qui gagne moins bien sa vie avec les enfants de conserver la jouissance du domicile. Et là, vous avez un enjeu financier énorme dans le cadre de cette ordonnance d'orientation sur les mesures provisoires, c'est que ce sera soit une jouissance à titre gratuit, soit une jouissance à titre onéreux. Soit une jouissance à titre gratuit, mais madame prend en charge toutes les factures EDF, etc. Soit c'est une jouissance gratuite, complètement gratuite, et c'est le mari qui va tout prendre en charge, et le crédit, et les charges fixes. Soit vous avez une prise en charge à titre onéreux. Et là, à titre onéreux, vous avez aussi un enjeu. C'est-à-dire que si vous êtes propriétaire d'un bien, il va falloir calculer c'est quoi le prix de ce bien. Alors, est-ce qu'on va mettre un prix comme ce sera un loyer lambda? Par exemple, on voit dans le même quartier, dans la même ville, dans la même parcelle, combien se loue telle ou telle maison? Est-ce qu'on est aussi strict que ça? Ou au contraire, est-ce qu'il faut sous-évaluer? Alors, en général, si vous êtes la personne qui sort du logement, et en général, ce sont les hommes, dans les écritures que va faire produire vos avocats, et si vous demandez une jouissance à titre onéreux, il ne faut pas considérer votre future ex-femme comme un locataire du bien. Ça, je vous le dis, ça aussi, c'est un tips très important que je vous transmets. Les jeux affaires familiales n'apprécient pas du tout. Ils estiment qu'à partir du moment, ils ont encore une vision, on va dire, très, pas patriarcale du mariage, mais en disant que si une femme, elle a, entre guillemets, donné des enfants à un homme, pardon, je caricature, mais on va dire, si elle a eu des grossesses et que même si elle a travaillé, que sa vie professionnelle, on a été impacté, etc., eh bien, le prix des grossesses, du fait de s'être mis un petit peu, on va dire, de côté au profit de la vie professionnelle de son époux, justifie que l'époux, si, quand bien même elle aurait la possibilité donc de jouir du logement familial pendant la procédure du divorce, mais à titre onéreux, eh bien, à titre onéreux, il ne faut pas avoir des demandes exorbitantes et vouloir faire payer sa femme ou son mari qui reste dans le logement en disant: «Ah bah oui, bah si c'est comme ça», parce que la personne qui s'en va du logement, elle doit se reloger. Elle doit trouver un autre logement, ça, c'est pas facile. Et s'il y a des enfants, il faut qu'il y ait de la place pour recevoir les enfants. Donc, il y a souvent une tentation de l'époux qui sort du logement, et c'est souvent les hommes, de dire: ah ben dans ces cas-là, moi, je vais demander au juge une jouissance à titre onéreux et au prix d'un loyer, et même plus que ça dans le quartier. C'est très peu apprécié des magistrats. Et les magistrats
évidemment, accepte tout à fait une demande d'une jouissance à titre onéreux du logement, mais dans des montants qui soient raisonnables. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'indemnité d'occupation. Donc la jouissance de ce logement par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, c'est-à-dire que tout le temps que va durer une procédure de divorce, et en général, depuis 2021, le législateur dit que ça dure plus qu'un an, mais en réalité, à force de report et de délai, en général, ça dure 2 ans. Ça veut dire qu'une personne qui aura obtenu la jouissance gratuite du logement au moment de l'ordonnance d'orientation sur les mesures provisoires, elle est tranquille pendant 2 ans. Ça veut dire elle reste au logement, elle ne paye rien. Et ça va rendre fou l'autre qui a quitté le logement parce que lui, il paye un loyer, etc. Et les choses restent en l'état. C'est pour ça que malheureusement, le divorce contentieux, malgré la bonne volonté de législateur de raccourcir les délais, c'est pour ça que je voulais vous mettre un peu le focus sur cette question du logement, eh bien, la personne qui va être dans le logement va avoir tendance à rallonger les délais, puisque c'est son intérêt. Elle n'a aucun intérêt à faire fixer les choses, puisque lorsqu'on passe devant le juge du divorce, c'est-à-dire où le juge va prononcer le divorce, bah là, le juge va dire, eh ben voilà, vous êtes allé voir un notaire, vous êtes mis d'accord, vous êtes pas mis d'accord, il faut vendre le bien, etc. Donc, c'est là qu'il y a quelque chose de très, très, très compliqué. Il y a aussi la notion donc du devoir de secours dont je vous parlais, qui se fait sous forme, on va dire, comme une pension alimentaire, mais qui peut se faire aussi à travers la jouissance gratuite du logement. Par exemple, si une personne n'a pas la possibilité de payer et une pension alimentaire et une pension au titre du devoir de secours et de laisser le logement à titre gratuit, il peut tout à fait dire au magistrat, monsieur, monsieur, madame le juge, euh, je paye déjà une pension alimentaire pour les enfants, je ne peux pas payer une pension au titre du devoir de secours de madame. Par contre, j'ai un grand cœur, je suis grand seigneur, j'accepte qu'elle puisse bénéficier du logement à titre gratuit, mais au titre du devoir de secours, même si mon bien, il est personnel. Et il faut savoir que le bénéficiaire, donc, de ce logement à titre de gratuit, mais au titre du devoir de secours, devra déclarer dans ses revenus comme si c'était une pension alimentaire, comme une pension au titre de devoir de secours. Vous voyez? Donc, il y a quand même comme ça une contrepartie. Mais ça, je trouve cette modalité extrêmement intéressante parce que elle permet d'équilibrer les choses et ne pas faire sentir à celui qui quitte le logement qu'il est complètement lésé et essoré financièrement. Donc, il y a cette question comment dire, du, du logement qui est extrêmement importante. Et en général, si une épouse, je vous prends un cas classique, a pu bénéficier du logement, du domicile conjugal à titre gratuit pendant 2 ans, il y a de très fortes chances qu'au moment du jugement, ce logement lui soit attribué à titre de prestation compensatoire. Par exemple. Alors, c'est si le logement ne coûte pas trop cher, mais si n'est pas évalué de manière trop importante. Mais si par exemple vous avez une maison qui est évaluée à 500 000 euros et que cette maison-là appartient de plein droit à l'un des membres du couple, ou alors vous avez un contrat de séparation de biens et que, par exemple, le mari a 90% et la femme 10%, eh bien, le fait qu'elle ait bénéficié pendant toute la durée de la procédure de divorce, depuis l'ordonnance d'orientation sur les mesures provisoires, de la jouissance, soit gratuite avec charge, soit gratuite tout court sans charge, soit onéreuse mais très peu onéreuse, eh ben, il y a de fortes chances qu'au moment du jugement de divorce, le juge aux affaires familiales pousse, incite, oblige le propriétaire, l'époux qui est propriétaire du bien, à vendre le bien ou alors à trouver des modalités devant le notaire qui vont permettre de transformer cette jouissance gratuite en jouissance définitive et en faisant en sorte que l'époux le moins favorisé continue à vivre dans ce logement et que finalement, dans le cas de la liquidation, ce soit en fait une prestation compensatoire et que la personne puisse garder le logement aussi dans l'intérêt des enfants. Donc, vous voyez aussi que cette question de qui va garder le logement, elle est extrêmement importante. Et comment ça va s'articuler? Ça doit s'articuler avec intelligence, de la manière la moins conflictuelle possible. Maintenant, je vais vous terminer, vous me laissez encore 5 petites minutes, et pour ceux qui peuvent rester, on prend le temps d'échanger. Alors, au niveau des liquidations, effectivement, donc il faut avoir certains réflexes
Ça, je vous l'enverrai, vous verrez sur le site. Mais d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en matière de liquidation, qu'est-ce que ça veut dire? Alors souvent, le mot liquidation, ça fait un peu peur. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce terme? On a l'impression que tout va passer par pertes et profits. C'est pas du tout ça. La liquidation, c'est faire les comptes des mouvements qui ont pu intervenir en cours d'union entre les différentes masses des biens possédés par des époux. La liquidation, c'est l'ensemble des opérations qui consistent à identifier, qualifier, alors je vous invite à noter ça, hein, identifier, qualifier, valoriser les biens appartenant aux époux et les mouvements de valeur ayant pu intervenir entre eux sous forme de récompense, ça aussi noter ce terme, de créance entre époux, c'est-à-dire ce qu'on se doit, ou de compte d'indivision selon le régime auquel ils sont soumis. C'est-à-dire l'indivision, c'est de dire on reste par exemple, on est divorcé, mais on reste copropriétaire d'un bien. La liquidation permet en outre au régime participation aux acquets de fixer ce qu'on appelle la créance de participation. Donc de manière générale, ça permet en fait de manière très fine, ce terme de liquidation qui est un peu brutal, de dresser le bilan de la situation économique du couple étant précisé donc que la liquidation peut être amiable ou judiciaire. Et l'avantage aujourd'hui, avec l'article 267 du Code de procédure civile, c'est que avant, la liquidation était enfermée dans des délais assez particuliers. Et aujourd'hui, on peut l'amorcer tout de suite, c'est-à-dire dès l'ordonnance d'orientation sur les mesures provisoires. On peut demander au juge de faire ce qu'on appelle donc une demande liquidative. C'est l'article 1116 du Code de procédure civile et l'article 267 du Code civil qui permet, dès la première audience, cette fameuse audience d'orientation dont je n'arrête pas de vous expliquer qu'elle est éminemment essentielle et importante, puisque le législateur a voulu y intégrer la possibilité d'un accord. Et donc, c'est un projet donc, notarié qui peut être, annexé, on va dire, aux demandes. Et vous avez la possibilité de signer ce qu'on appelle la déclaration commune d'acceptation, qui est formulée par écrit et signée par les deux époux et leur avocat respectifs. Et les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens, voilà, de manière générale. Mais, alors, attends, mais ce qui est très intéressant dans cette déclaration d'acceptation, c'est que vous avez une déclaration d'acceptation sur le principe du divorce. Par exemple, au niveau d'un divorce contentieux, je vous rappelle, vous avez 3 types de divorce. Vous avez ce qu'on appelle le divorce demandé accepté, qui est celui vers lequel je vous invite à orienter les personnes que vous accompagnez, qui est très, très importante. Et parce que elle permet, on va dire, de démontrer au juge des affaires familiales que certains points on est d'accord, d'autres on n'est pas d'accord, mais ça reste un divorce plutôt gentil, même dans le cas d'un contentieux. Vous avez le divorce pour altération définitive du lien conjugal, qui là, quand vous en avez un qui veut vraiment divorcer, l'autre qui veut pas divorcer, c'est un divorce intéressant en ce sens que lorsque vous avez une séparation de corps physique depuis au moins 1 an, vous pouvez obtenir un jugement de divorce, même si l'autre n'est pas présent, même si l'autre n'est pas consentant. Et vous avez le 3e type de divorce, qui est le divorce pour faute, qui est devenu beaucoup plus rare parce qu'il est circonscrit au contexte de violence ou de tromperie très, très aggravée. Vous avez par exemple le cas, une jurisprudence assez amusante et en même temps triste, de la Cour de cassation qui a maintenant 10 ans, mais qui est une jurisprudence constante. Il s'agissait d'une dame qui, pendant 10 ans, était sur les réseaux sociaux, pas les, comment on appelle ça, les réseaux sociaux, les sites de rencontres. Les sites de rencontres. Adopte un mec, mythique, que sais-je. Et elle passait jamais à l'acte, mais elle entretenait des relations, on va dire, amoureuses ou sexuelles en ligne avec certains hommes. Et elle le faisait au vu et au su de son mari. Or, son mari était un diplomate qui gagnait très bien sa vie. Elle-même était un peu elle était expatriée, elle l'avait suivi, elle avait mis sa carrière professionnelle entre parenthèses. Eh bien, malgré la disparité de revenus et de patrimoine, malgré la longueur du mariage, la particulière cruauté que cette femme a occasionnée à son mari, même si elle est passée à l'acte ou pas, eh bien, lui a enlevé complètement le bénéfice à prestation compensatoire. Vous voyez? Donc, vous avez aussi, donc ça, c'est le cadre, on va dire, du divorce pour faute, mais qui est assez rare. En tout cas, ce qui est très intéressant, et si que vous compreniez dans la logique, c'est qu'aujourd'hui, le législateur a voulu que tout soit résolu dès la première audience d'orientation. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils arrivent
devant, leur avocat leur dit, bah, on va assigner en divorce, on va dire, aller au mieux, demander, accepter ou altération définitive du lien conjugal ou pour faute, c'est que le consentement mutuel n'a pas abouti. Mais le législateur, il insiste. Il a dit, regardez, vous, justiciables, n'allez pas vous pourvoir devant la justice, mais faites-le si et seulement si vous avez tout essayé en amont, en amiable. Et regardez comme le législateur va plus loin. Il dit même si vous n'êtes pas arrivé dans le cadre amiable à un accord, eh bien, dans le cadre de cette première étape qui s'appelle donc l'audience d'orientation sur les mesures provisoires, eh ben, vous devez en mettre une couche et vous devez faire le maximum pour obtenir le maximum d'accord avec votre conjoint. C'est vous dire un peu la complexité. Et ça, il y a peu d'avocats qui expliquent ça, je dis ça modestement, mais il faut comprendre souvent les justiciables, soit c'est amiable, soit c'est contentieux. Sauf que la vision de l'état d'esprit de la justice est différente, précisément avec cet article 1561 du Code de procédure civile et l'article 267 du Code civil, que je vous enverrai, c'est-à-dire très explicité, sans trop de jargon juridico-judiciaire, et qui invite très fortement le couple à aller vers une liquidation consentie. Je terminerai en vous disant que vous savez, au barreau de Paris, on a de la formation, parce que les avocats aussi doivent faire de la formation, et on a notamment ce qu'on appelle le mode alternatif de résolution des conflits. Et je vous mettrai ça. C'est des documents en général auxquels les autres professionnels n'ont pas accès, mais qui est très, très intéressant. C'est ce qu'on appelle les outils de régulation en matière de négociation. Vous avez différentes approches. Alors, vous verrez ça. C'est quand la personne arrive avec un narratif qui est assez simple. Voilà, on divorce, on sépare, mais on s'est mis d'accord, etc. Donc, dans ce cas-là, effectivement, il faut encourager les gens au maximum à aller vers un divorce par consentement mutuel. Vous avez une approche un peu compliquée, douloureuse, sensorielle, sensitive, qui a trait à la douleur de la séparation. Et vous avez l'approche complexe qui va mêler à la fois la douleur de la séparation et aussi les enjeux financiers. Et là, ça vous montre à quel point il faut aborder les choses avec une compréhension, offrir à l'autre une empathie différente en fonction des différents cas de figure. Vous avez, par exemple, un divorce simple, une compréhension spontanée. Vous allez encourager le collaborateur que vous recevez en lui disant bah, formidable, bravo à vous, malgré la douleur de la séparation, vous avez réussi à vous mettre d'accord sur le patrimoine, sur les enfants, etc. Vous avez le côté un petit peu plus compliqué qui va partir de la douleur, mais vous vous rendez compte, mais il m'a trompé, il partait avec ma meilleure amie, ou il m'a abandonné alors que j'avais mon cancer du sein, ou ci ou ça, quelles que soient les raisons. Alors là, il faut avoir une compréhension un petit peu plus progressive, rentrer pas complètement dans le narratif, mais comprendre ce que la personne veut vraiment dire en termes de quelles conséquences elle veut voir dans sa vie de ce qu'elle est en train de dire. Et vous avez l'approche complexe où la personne, là, veut vraiment monter sur le ring de boxe et où il faut prendre un peu de distance en termes d'accompagnement du collaborateur et avoir une compréhension partielle, de dire, monsieur, madame, je comprends complètement votre douleur, je comprends votre volonté d'en découdre, mais sachez que la justice, ça fonctionne A, B, C, D. Et pas parce que c'est Maître Judith Buchinger qui vous l'a dit, mais parce que, voilà, c'est comme ça que fonctionne la justice. Et si vous souhaitez aller au contentieux, sachez que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous pouvez peut-être encore y être. Quel est votre intérêt là-dedans? Donc, vous voyez, c'est des techniques, en fait, d'accompagnement vers le changement, vers une vision de la procédure, qu'elle soit amiable ou contentieuse, orientée solution. Donc, vous allez voir, c'est des choses que je vous mettrai sur le site internet. Il y a le langage de la personne, ce qu'elle exprime. Il y a sa réalité, parce que vous voyez, vous allez attention aussi. Ça, j'attire votre attention et je terminerai là-dessus. Vous avez parfois des gens qui viennent vous voir. Bon, évidemment, chez un avocat, c'est normal, mais chez un assistant social aussi, ils sont allés sur Internet. Maintenant, ChatGPT, Internet, Google, Instagram. On a l'impression de comprendre les choses, mais en fait, on ne comprend pas. Attention, c'est pas parce qu'un collaborateur que vous accompagnez va vous dire oui, la prestation compensatoire, c'est une disparité de revenus, etc. Il va employer un champ lexical qui est quasiment celui d'un avocat. Donc, il va vous donner la sensation qu'il a compris, alors qu'en fait, il est complètement passé à côté de l'idée. Donc, ça, c'est très important. La question sémantique, le langage, ce que la personne va exprimer, la manière, ce qu'elle comprend de la justice ou pas, ce qu'elle pense avoir compris, mais en fait, ce qui n'est pas, de ce qu'elle raconte de son histoire. Il y a sa réalité. Ouais, il y a ce qu'elle pense de la réalité, et il y a la réalité elle-même. Vous voyez, par exemple, une personne qui va vous dire oui, mais c'est catastrophique, je trouverai jamais de logement, etc. Bah, faut lui dire bah écoutez, monsieur, madame, il y a des possibilités. À travers le comité d'action sociale, vous pouvez faire un dossier, vous pouvez demander à votre avocat une attestation de divorce en cours, pour obtenir un logement. Donc, vous voyez, là aussi, il faut aider
la personne que vous accompagnez à avoir une vision du réel qui n'est pas purement dramatique, en espérant qu'elle ne le soit pas. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont très, 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 très importantes en termes d'accompagnement. Et vous avez un dernier point euh, qui, pour moi, est très important aussi, pour bien comprendre, et je terminerai là-dessus, si on est vraiment dans le cadre d'un divorce, on va dire lambda, sans trop d'aménité ou d'agressivité, c'est-à-dire soit divorce amiable, soit divorce contentieux, c'est partir quand même de checker bien en amont si on n'est pas dans un cas de violence psychologique ou même physique. Et la manière de faire émerger cette parole-là, vous voyez, par exemple, moi, j'ai des clients qui viennent me voir et qui me disent, voilà, monsieur me géolocalise depuis 1 an. Il me traque. Elles se sont habituées à ça. Mais je leur dis, mais vous savez, madame, c'est inadmissible. Vous pourriez porter plainte contre ça. Je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est quelque chose de grave. Et cette perception de la gravité de ce que la personne vit, eh ben, souvent, euh, c'est dit, mais ça remonte pas complètement au cerveau. Typiquement, par exemple, quelqu'un qui, je vous remercie pour tous vos remerciements dans le chat, et je vais terminer là-dessus. Quelqu'un qui gagne un bon salaire et qui oblige la personne à faire, où il n'y a pas de conjoint, ou de tout mettre sur le conjoint, de rien garder pour elle, bah, c'est une violence économique, d'une certaine manière, très claire. Donc, vous avez une grille de lecture qui est très importante, très intéressante, qui est celle du contrôle coercitif. Le contrôle coercitif, c'est je pense que vous avez, je vous le remettrai sur le site internet, mais c'est très intéressant parce qu'elle se place du côté, pas de la victime, mais du côté de l'auteur. Et elle va permettre d'apprécier, avec un prisme très précis, ce que vit la personne. On ne va pas partir des notions d'emprise, comme nous invite le code pénal, mais le contrôle coercitif, c'est une grille de lecture en disant qu'est-ce que l'autre vous impose sur des choses très claires. Alors évidemment, violence psychologique ou physique, mais les violences économiques. Et ça, c'est très intéressant de voir les choses. Comment le couple s'est articulé au début du mariage. Est-ce qu'ils ont fait un contrat de séparation de biens parce que justement, le mari voulait maintenir sa femme dans une forme d'emprise oui, d'emprise économique ou financière, ou alors au contraire, est-ce que c'est la femme qui gagne plus mais qui est obligée de verser son argent sur un compte particulier. Les assurances vie, ils sont au nom de qui gère les comptes épargne des enfants. Vous voyez, donc c'est très intéressant à travers ce prisme du contrôle coercitif, c'est une notion très intéressante anglo-saxonne, pour pouvoir définir la sensibilité, la finesse des violences conjugales, et notamment dans le cas précis de ce webinaire, des violences économiques ou financières. Donc ça, c'est très important. Donc, je vous le mettrai sur notre site internet. Et de manière, alors, je vous invite pas à rentrer tout de suite dans le vif du sujet en disant à la personne, est-ce que vous subissez des violences économiques, etc. Non, c'est passer par des questions un peu plus fines pour comprendre dans quel contexte on se trouve. Bien évidemment, dans des contextes comme ça, il faut se positionner de manière ferme, il faut réhabiliter la personne dans sa dignité, lui dire monsieur, madame, ce que vous vivez, ce n'est pas normal. Le fruit de votre labeur, c'est voilà, c'est votre salaire, vos prix, vos participations. Il n'y a pas de raison que vous donniez tout à monsieur ou à madame. C'est des choses qu'il faut pouvoir articuler. Mais après avoir posé des questions assez fines et qui vont vous permettre justement d'orienter au mieux les personnes sur la manière d'aborder les conséquences financières et patrimoniales d'un divorce, qu'il soit contentieux ou amiable. Il est 15h13, j'ai débordé d'un petit quart d'heure, mais en même temps, on a démarré avec 10 minutes de retard. J'ai souhaité vous transmettre le maximum d'informations pratico-pratiques pour que vous puissiez accompagner au mieux vos collaborateurs. Si certains ont encore le temps, veulent réactiver leur micro et leur caméra, avec plaisir, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. N'hésitez pas. Non, ah bon, a priori, pas de questions. Alors, je voulais vous dire aussi, ça, je vais essayer de vous le mettre dans le chat tout de suite. Euh, hop.
vous pouvez nous au cabinet Buchinger, on propose des premières consultations, juridiques, gratuites depuis toujours. Alors là, je n'arrive pas à baisser. Voilà, je vais baisser, pour aller vers le chat. Si vous le souhaitez, de toute façon, je vous l'enverrai, mais là, je vais vous l'envoyer si vous le souhaitez tout de suite. Vous avez des bons de consultation juridique gratuits, sachant qu'effectivement, en matière de divorce, il faut avoir le maximum d'informations précises. Donc je le redis, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est véritablement, une consultation juridique, complètement gratuite, sans limite, de temps. Ça peut durer 1 heure et demie, à l'issue, de laquelle, j'envoie toujours un mail extrêmement circonstancié, avec tous les éléments dont la personne m'a parlé, avec toutes les démarches qu'il faut faire, les documents à collecter et aussi une convention d'honoraires très très transparente. Donc n'hésitez pas, sachant aussi, comme je vous l'ai dit, que le notaire aussi est un acteur clé, et facilitateur des séparations lorsqu'il y a un patrimoine, des divorces lorsqu'il y a un patrimoine. Donc n'hésitez pas aussi, de manière contre-intuitive, comme je vous l'ai dit, à orienter, les personnes que vous accompagnez vers un notaire avant même de voir un avocat. Ça permettra d'aborder la procédure du divorce en ayant déjà entre les mains des éléments sur lesquels on est d'ores et déjà d'accord. Et ça, c'est une grande force et parfois et souvent même, c'est pour ça que je vous invite à cette vision un peu contre-intuitive, c'est que quand on a démarré avec des accords sur le plan patrimonial, eh bien ça baisse le niveau de pression, dans le couple et tout ce qui concerne, la résidence des enfants, les modalités de droit de visite d'hébergement ou d'alternance vont se régler, tranquillement, gentiment. En tout cas, de manière générale, j'ai pu le constater, c'est quasiment magique, c'est que tout d'un coup la tension baisse quand on a réussi à se mettre d'accord et à trouver des professionnels qui vous conseillent justement. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, que j'ai sentie très active et vos remerciements dans le chat. Vous aurez une documentation, très vaste et très, étayée, sur notre site internet. Oui, on peut arrêter un divorce. On peut arrêter un divorce, Laurence, on peut arrêter un divorce contentieux, c'est très intéressant votre question, et faire une passerelle vers un divorce à l'amiable. À tout moment, on peut arrêter un divorce contentieux et aller vers un divorce à l'amiable. C'est ce qu'on appelle une passerelle. Maintenant, pour reprendre votre question, on n'arrête pas un divorce. C'est-à-dire que le conjoint, il a été débouté de tout, il faut qu'il y ait une décision. Voilà. Quand bien même le conjoint serait débouté de tout, il faut que le divorce soit prononcé. C'est ça. Donc, encore une fois, l'ordonnance d'orientation sur les mesures provisoires ne suffit pas. Il faut que le divorce soit prononcé en tant que tel. Peu importe que la personne ait été déboutée de toutes ses demandes en première instance. Et donc, moi, ce que j'invite à faire, c'est que souvent, lorsqu'on constate qu'on a perdu devant un juge aux affaires familiales au niveau de ses prétentions, il ne faut pas hésiter à aller vers un divorce par consentement mutuel, heu et pour trouver une, une solution, plus plus équitable. Alors faire jouer l'altération, du domicile conjugal, oui, bien sûr, une séparation de plus d'1 an, heu oui et normalement alors, c'est compliqué de vous répondre là comme ça dans le chat, mais les 2 époux doivent continuer à payer la moitié du prêt. Oui, bien sûr, bien sûr et ça, c'est une question aussi très compliquée, vers laquelle le législateur a posé quelques balises. À savoir que, par exemple, en matière de violence conjugale, lorsque vous avez un crédit en cours, peu importe, je veux dire, le banquier, lui, s'en fiche de savoir vous avez passé, que vous avez eu, 15 jours d'ITT, que vous avez passé 6 jours à l'hôpital parce que vous avez été fracassé par votre mari ou par votre épouse. Lui, ce qu'il veut, c'est obtenir, son crédit. Donc c'est compliqué aujourd'hui, même en cas de violence conjugale, de sortir de cette question de moitié-moitié. Il faut qu'un juge tranche. Alors maintenant, vous avez des modalités, notamment en matière de violence, où vous pouvez, ne pas avoir à payer un loyer, vous avez un loyer à titre gratuit, vous pouvez obtenir la jouissance du domicile, mais ça reste un peu complexe à mettre en œuvre. Pourquoi je vous parle du contexte de violence conjugale? Parce que c'est la seule manière de contourner cette règle du moitié-moitié. C'est vraiment la seule possibilité.
Il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre possibilité que ça. Et malheureusement, la règle, elle est comme ça, il faut continuer à payer le crédit en cours. Mais tout ça, voilà, c'est un peu compliqué de ça mériterait un webinaire, en soi. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous donner un peu big picture, comme on dit, de tout ce qui se passe et tout ce qui traverse aujourd'hui, la procédure de liquidation. Et voilà, et de tout ce qui a trait aux questions, d'argent dans un divorce amiable ou dans un divorce contentieux. Je vous souhaite une excellente après-midi, et n'hésitez pas, voilà, à vous inscrire, aux prochains webinaires qui ont lieu donc au mois de mai, de juin et de juillet. Au plaisir, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez mon mail judith@buchinger-aubin.com. Vous pouvez m'envoyer toutes, vos questions et j'essaierai d'y répondre, avec le plus de diligence possible, en général, sous 48 heures. À très bientôt. Au revoir.